C'est un sujet brûlant qui est à nouveau sur la table. Près de 11 ans après la disparition de l'avion MH370, le gouvernement malaisien a annoncé ce mardi reprendre les explorations sous-marines pour tenter de retrouver le Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui avait 239 personnes à bord. Alors qu'est-il arrivé ce jour-là et ces nouvelles recherches pourraient-elles permettre d'élucider l'un des plus grands mystères de l'aviation civile? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux sur YouTube et en podcast. Alors, tout a commencé le 8 mars 2014. Ce jour-là, à minuit 41, le vol MH370 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines, qui est donc un Boeing 777, décolle de Kuala Lumpur, en Malaisie, à destination de Pékin, en Chine. 239 personnes sont à son bord, dont 12 membres d'équipage et 227 passagers. Parmi eux, 153 sont chinois. C'est la nationalité qui est la plus représentée, mais il y a aussi une quarantaine de Malaisiens et des passagers de 13 autres nationalités, dont 4 Français. À 1h19, le pilote envoie son dernier message radio sans mentionner aucun problème. Près d'une heure plus tard, l'appareil disparaît de tous les écrans radars, y compris des écrans radars militaires, et depuis, l'appareil n'a jamais été retrouvé. Alors, que s'est-il passé? Dans les jours qui suivent la disparition de l'avion, de très nombreuses personnes analysent minutieusement des images satellites dans l'espoir de retrouver une trace de l'avion. Des opérations de secours sont lancées en mer de Chine méridionale, où l'appareil était censé se trouver selon son plan de vol, et plusieurs pays, dont la Malaisie, le Vietnam ou encore la Chine, mobilisent des avions et des navires pour tenter de retrouver des traces du Boeing 777. Cependant, aucun débris n'est découvert dans cette zone, et quelques jours plus tard, le 24 mars, le Premier ministre malaisien annonce que l'appareil se serait abîmé dans l'océan Indien, selon les analyses des données satellites. Et plus précisément, l'avion aurait fait demi-tour et changé plusieurs fois de trajectoire avant de s'écraser dans l'océan Indien à des milliers de kilomètres de l'Australie. Mais la raison de ce changement de cap, elle reste alors inconnue, et à partir de là, l'Australie va prendre la tête des recherches sous-marines sous une immense zone de 120 000 km². 120 000 km², pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à la taille de la Grèce. Cette opération de recherche, c'est la plus vaste de l'histoire de l'aviation. L'Australie, la Malaisie et la Chine payent alors 130 millions d'euros pour ces recherches. Finalement, en juillet 2015, un premier débris est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion. C'est en fait une partie de l'aile de l'avion, un débris qui pourrait, selon certains spécialistes, suggérer un crash intentionnel de l'avion. Par ailleurs, d'autres morceaux d'épave, probablement venant de l'appareil, sont ensuite retrouvés sur les côtes africaines et dans l'océan Indien, sauf qu'elles n'apportent pas de réponse définitive sur les circonstances du crash. Et finalement, après 3 ans de recherche, l'opération prend fin en 2017, alors que ni la carcasse de l'avion, ni les boîtes noires n'ont été retrouvées. Pour rappel, et je schématise vraiment, mais les boîtes noires d'un avion, c'est donc des enregistreurs qui stockent les données techniques du vol, qui vont enregistrer aussi les conversations dans le cockpit, dans l'objectif d'analyser les causes d'un éventuel accident. L'année suivante, on est donc en 2018, et il y a une entreprise, Ocean Infinity, qui relance les recherches pour ce vol, mais là encore, rien n'a été trouvé, et à l'été de la même année, la Malaisie publie un rapport sur les circonstances de la disparition de l'engin. Selon le rapport, l'appareil a été détourné de sa trajectoire manuellement, donc par un humain, et non pas en mode autopilote par exemple. Et selon ce rapport, on ne sait pas qui a détourné l'avion. Est-ce que c'est le commandant? Est-ce que c'est son copilote qui était aux commandes? Ou alors est-ce que c'était quelqu'un d'autre? À noter qu'il y a tout un tas de théories qui ont vu le jour depuis la disparition de l'avion. Parmi les thèses évoquées, il y a celle du suicide du pilote, qui serait la plus plausible selon des experts aéronautiques. Mais cette hypothèse donc d'un suicide du pilote, c'est une hypothèse, c'est pas une certitude. Il y a tout un tas d'autres scénarios, y compris des scénarios jugés moins plausibles par certains, mais qui sont tout de même évoqués. Par exemple, l'idée d'un détournement externe. Alors pourquoi est-ce que les recherches reprennent maintenant, près de 11 ans après la disparition de l'avion? En fait, en mars dernier, le Premier ministre malaisien avait indiqué qu'il serait heureux de relancer les recherches pour tenter de retrouver l'avion, alors que les familles des victimes militaient pour que ce soit le cas. Et donc finalement, ce mardi, c'est le ministre des Transports malaisien, Anthony Lok, qui a annoncé que les recherches avaient repris. Et les recherches ont repris avec la même société d'exploration maritime qui s'appelle Ocean Infinity. Cette fois-ci,
fois-ci, on parle d'investigation dans une nouvelle zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Selon le ministre, Ocean Infinity est convaincu que la zone de recherche actuelle est plus crédible, sachant qu'on parle d'un contrat de 70 millions de dollars, soit environ 66 millions d'euros. Un contrat qui a été conclu par le gouvernement malaisien, sauf que, il faut quand même le noter, cette somme ne sera versée à la société que si elle parvient à retrouver justement l'avion. Ça me semblait donc important de faire un nouveau point sur le sujet aujourd'hui. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque théorie ou de chaque sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler. N'hésite pas à me dire au passage dans les commentaires, que ce soit sur Spotify via l'espace commentaire ou même sur YouTube, si jamais ce genre de sujet vous intéresse. Ça me paraît important de temps en temps d'aborder d'autres sujets au-delà de l'actualité politique, nationale et internationale qu'on traite évidemment au quotidien. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. L'Ukraine a accepté les termes d'un accord avec les États-Unis sur l'exploitation de ces minerais ce mardi. Donald Trump a confirmé ce mercredi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra aux États-Unis ce vendredi. Il pourrait donc signer cet accord ce jour-là. Selon cet accord, les États-Unis développeraient avec l'Ukraine les richesses minières du pays tout en partageant les revenus grâce à un nouveau fonds qui pourrait donc être commun à l'Ukraine et aux États-Unis. C'est ce qu'a indiqué un haut responsable ukrainien de façon anonyme à l'AFP. En fait, l'Ukraine possède 5% des ressources minières mondiales, mais elles ne sont pas toutes exploitées. On parle ici par exemple de fer, d'uranium, de lithium, mais aussi de terres rares qui sont notamment utilisées pour la production de smartphones. Pour les États-Unis, cet accord vise à compenser les milliards de dollars d'aide versés à l'Ukraine. En échange, l'Ukraine réclame des garanties de sécurité de la part des États-Unis. À noter que Volodymyr Zelensky avait rejeté une première version de cet accord qui prévoyait un accès américain à 50% des minerais stratégiques sans garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et très rapidement, ça vient de tomber avant que l'on poste ces actus du jour. Le président américain a été interrogé ce mercredi lors d'un conseil des ministres sur les concessions qu'il aimerait voir dans les discussions pour mettre un terme au conflit. Il a déclaré à l'issue de ce conseil que c'était aux Européens et non aux États-Unis de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un plan d'un règlement du conflit avec la Russie. Et il a aussi affirmé que l'Ukraine peut, je cite, oublier une adhésion à l'OTAN, cette alliance militaire des pays occidentaux menée par les États-Unis. Et pour finir, il a également déclaré que l'Union européenne a été conçue, je cite, pour emmerder les États-Unis et que les produits européens seront prochainement taxés à 25% de droits de douane. On en reparlera plus en détail dès demain quand on en saura plus. Deuxième actu, Israël et le Hamas ont trouvé un accord ce mardi pour la libération de 4 corps d'otages israéliens en échange de 620 prisonniers palestiniens. Ces prisonniers palestiniens auraient dû être libérés samedi dernier, mais Israël avait annoncé suspendre leur libération en demandant à ce que le Hamas mette fin, je cite, aux cérémonies humiliantes lors de la libération des otages. Parmi les 4 corps d'otages qui devraient être libérés ce mercredi à 23h heure locale, il devrait y avoir celui de l'otage franco-israélien Ohad Yahalomi qui avait été enlevé dans sa maison le 7 octobre 2023 au sein du kibbutz Nir Oz alors qu'il avait 49 ans. Il s'agit de la dernière vague de libération prévue dans la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas qui est censé prendre fin le samedi 1er mars. Les négociations pour la deuxième phase de la trêve qui est censée mettre fin définitivement à la guerre devraient reprendre très prochainement. Troisième actu, après les révélations de violences sexuelles et physiques dans l'établissement privé catholique Notre-Dame de Bétaram, un collège privé catholique de Dax dans les Landes est à son tour accusé. Il s'agit de Notre-Dame du Sacré-Cœur, aussi surnommé Cendrillon. Concrètement, 2 frères âgés aujourd'hui de 75 et 74 ans ont déclaré à la radio Ici Gascogne avoir subi des agressions sexuelles et des viols au sein du collège quand ils y étaient élèves. 2 plaintes avaient été déposées en 2020 avant d'être classées sans suite par la justice en raison de la prescription des faits reprochés qui étaient donc survenus il y a trop longtemps. De son côté, le diocèse d'Air et Dax a confirmé ce mardi avoir reçu 2 signalements fin 2021 sans préciser la nature des faits reprochés. A noter que ce collège a aussi été pointé du doigt par le porte-parole du collectif des victimes de Bétaram ce vendredi. Quatrième actu, le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi que les États-Unis mettraient bientôt en vente des titres de résidence permanente pour environ 5 millions de dollars. Il s'agirait donc de l'équivalent d'une carte verte, un document officiel délivré par les États-Unis qui permet à un étranger de résider et de travailler de manière permanente sur le territoire américain. Selon Donald Trump, cette nouvelle carte, la carte dorée, permettra d'attirer, je cite, des gens riches, dont des oligarques russes qui paieront des impôts aux États-Unis et qui créeront de l'emploi dans le pays. Cinquième actu, le Premier ministre François Bayrou a déclaré lors d'une conférence de presse ce mercredi demander au gouvernement algérien de réexaminer la totalité des accords sur l'immigration entre la France et l'Algérie. Il a notamment exprimé sa volonté de réexaminer l'accord franco-algérien de 1968 qui a vu le jour 6 ans après l'indépendance de cette ancienne colonie française. Cet accord assouplit l'arrivée et la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, mais d'après le Premier ministre, ces accords ne sont pas respectés. Il a donc donné à la France et à l'Algérie entre 1 mois et 6 semaines pour les réexaminer. Ces annonces interviennent sous fond de crise entre la France et l'Algérie. Si vous voulez en savoir plus, c'était le sujet à la une de nos actus du jour ce mardi. Sixième actu, la Réunion va passer en alerte rouge cyclonique ce jeudi en raison de la tempête Garance. C'est ce qu'a annoncé le préfet de ce département d'outre-mer. L'île française est déjà depuis 14h ce mercredi en alerte orange cyclonique et des rafales à plus de 150 km/h sont
attendue dans la nuit. Selon la directrice interrégionale de Météo France pour l'océan Indien, la tempête constitue, je cite, une menace importante et sérieuse. La préfecture demande aux habitants une extrême vigilance et rappelle, je cite, l'impératif de protéger le lieu où l'on va s'abriter et s'assurer de la disponibilité de ses réserves. Les écoles de l'île sont fermées depuis mercredi après-midi. Et on termine avec cette bonne nouvelle, un site internet appelé le portail de l'audiodescription, avec plus de 2500 films audio écrits, a été mis en ligne ce mardi par le ministère de la Culture. L'audiodescription permet, en voix off, entre les dialogues d'un film, de décrire ce qu'il se passe dans les scènes pour mieux aider les malvoyants à comprendre ce qu'il se passe. Pour le moment, le catalogue comporte déjà des films anciens, mais aussi des plus récents, comme Le Comte de Monte Cristo ou encore Parasite, et redirige ensuite l'utilisateur vers une plateforme où l'audiodescription est disponible et où l'accès peut être payant ou non. Merci beaucoup Samy. Alors le flashback du jour c'est le suivant. Il y a 5 ans, dans la nuit du 25 au 26 février, un patient de 60 ans devenait le premier Français à décéder du Covid-19. Près d'un mois plus tôt, l'OMS et les autorités sanitaires chinoises avaient annoncé l'existence d'un nouveau coronavirus en Chine. 5 ans après son apparition, le virus à l'origine du Covid-19 a officiellement atteint plus de 7 millions de morts selon l'OMS et environ 160 000 morts à l'échelle de la France. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité aujourd'hui. Vous le savez, pour suivre l'actualité sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Merci au passage pour tous vos retours suite à mon déplacement à Washington. On a couvert la situation sur place et j'ai pu poser aussi des questions à Emmanuel Macron et à Donald Trump. Un reportage plus long sur le sujet va sortir du coup en fin de semaine, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.